Chers amis, merci de nous prêter attention quelques instants. Je voudrais vous remercier d'être venus très nombreux et très allants. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le Préfet de sa présence, que j'apprécie tout particulièrement dans le contexte actuel. Et je connais le poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Je voudrais aussi saluer toutes les personnalités, les parlementaires, notamment qui sont dans l'assistance, et vous présenter d'emblée tous mes vœux les plus chaleureux en mon nom et puis au nom de Bordeaux Métropole. Je suis entouré par une partie importante des maires de nos 28 communes. Je voudrais excuser le premier vice-président de notre métropole, Alain Anziani, qui est retenu pour des raisons personnelles. Il m'a prié de l'excuser auprès de vous. Je vous souhaite donc une bonne santé à chacune et à chacun, le plein épanouissement personnel, en famille, et la réussite professionnelle pour ceux d'entre vous qui sont en activité. Je voudrais bien sûr former des vœux aussi pour Bordeaux, notre ville et notre métropole, ces 27 communes autour de la capitale. Il y a en ce moment une petite musique qui vient à mes oreilles et qui dit que Bordeaux serait trop belle, trop prospère, trop attractive, au détriment de son voisinage, et qu'il ne faudrait donc pas s'étonner qu'elle soit devenue le bastion des Gilets jaunes. Alors je voudrais commencer par établir quelques vérités. Il y a la Gironde et Bordeaux. La Gironde, ce n'est pas les pauvres, et la Bordeaux, ce n'est pas les riches. En termes de revenus par habitant, la Gironde se classe 25e sur 100 au niveau national. Ce n'est pas si mal. Et dans Bordeaux intramuros, le taux de pauvreté atteint 17%, un peu plus que la moyenne nationale. Donc vous voyez que les choses sont plus complexes qu'on ne le dit parfois. En termes démographiques, il n'est pas vrai non plus que la croissance de la métropole se fasse au détriment du territoire qui l'entoure. En 5 ans, Bordeaux Métropole a gagné 50 000 habitants, le département de la Gironde 100 000. S'agissant du développement économique, les choses se présentent de la même manière. J'ai lu avec intérêt une étude du commissariat à l'égalité des territoires, l'ancienne DATAR, monsieur le préfet, qui classe les grandes métropoles selon différents critères et qui distingue notamment les métropoles dont la dynamique économique est concentrée quasi exclusivement sur la métropole. C'est Toulouse, Lille, Montpellier, et puis les métropoles dont le dynamisme économique rayonne sur le territoire avoisinant. C'est Lyon et c'est Bordeaux. J'ai sous les yeux un article tout à fait récent de 20 minutes. La métropole bordelaise a connu la plus forte hausse d'offres d'emploi en 2018 et le sous-titre « Bordeaux Métropole tire toute la Nouvelle-Aquitaine vers le haut ». Et je m'en réjouis. Et puis enfin, Bordeaux Métropole n'est pas une collectivité repliée sur elle-même. Nous voulons collaborative, métropole coopérative, et nous avons développé à ce titre toute une série de partenariats très riches, par exemple avec la communauté d'agglomération de Libourne, de la Cali, plus récemment avec Marmande, avec Angoulême. Je fais une petite parenthèse à cet égard, nous avons lancé une opération originale. Nous avons demandé aux promoteurs de nous faire une proposition sur un terrain à Bordeaux-Euratlantique et sur un terrain à Angoulême, au bord de la Charente, ensemble, pour faire profiter Angoulême, évidemment, de l'attractivité de Bordeaux auprès des promoteurs immobiliers. Et ça a très bien marché, ça nous a même valu un prix territorial. Voilà, on va continuer cette politique de coopération territoriale avec La Rochelle, qui est partante, avec d'autres territoires proches du nôtre, de la même des limites de la Gironde. C'est dans cet esprit que j'ai proposé au président du conseil départemental et au président du conseil régional de nous rencontrer pour essayer de mettre au point des assises du développement du territoire qui pourraient resserrer encore ce lien entre la métropole et les territoires qui l'entourent, et ils m'ont donné un accord de principe. Ce qui me permet de dire que je crois, là comme ailleurs, aux vertus du dialogue. Et c'est un vœu fort que je voudrais formuler pour 2019. Reprenons le chemin du dialogue. Ce qui m'amène bien sûr à évoquer la situation actuelle de Bordeaux. Je disais qu'elle était devenue un bastion des Gilets jaunes. Ne nous méprenons pas. Il y a des hommes et des femmes dans notre pays qui ont de bonnes raisons de protester. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans la précarité ou dans la pauvreté, des retraités qui ont de toutes petites pensions et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts,
des femmes seules, des familles monoparentales qui sont aussi dans la grande difficulté. Ces revendications sont légitimes, elles doivent pouvoir s'exprimer, elles doivent recevoir des réponses. J'ai essayé moi-même de recevoir une délégation de Gilets jaunes, ils ne viennent jamais à moins de 30, ce qui fait des débats animés, mais enfin il faut les écouter. Et puis de l'autre côté, il y a les casseurs, il y a les voleurs, il y a les pillards. Et ça, c'est inacceptable. Je vois comment ça se passe le samedi. Je suis au PC vidéo de la mairie, en liaison avec monsieur le préfet. Ça commence bien. Beaucoup de monde samedi dernier, beaucoup de monde, c'est vrai. Et ça défile depuis la place de la Bourse, les Quinconces, le cours d'Albret, la rue Sainte-Catherine, au milieu de la foule. Les forces de l'ordre sont en recul et ça se passe bien. Il n'y a pas de violence. Et puis à partir de 17h, 200 ou 300 casseurs se mettent devant les gendarmes et les policiers et les CRS sur la place Péberlan. Et là, les pavés commencent à pleuvoir, ainsi que les billes d'acier lancées par des frondes. Eh bien ça, c'est inacceptable et l'ordre républicain doit être maintenu avec la plus grande fermeté. Et je me réjouis que des consignes aient été données dans ce sens. Je voudrais à ce propos tirer un coup de chapeau aux forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet, parce que quand on est bombardé pendant des heures, par des insultes verbales et puis par des chocs physiques, il faut beaucoup de sang-froid et beaucoup de professionnalisme pour tenir bon et avoir des réponses que je considère pour ma part être des réponses proportionnelles. Il peut toujours y avoir des exceptions et des bavures, et les mesures sont prises pour les prévenir ou pour les punir, mais dans l'ensemble, monsieur le préfet, je vous demande une fois encore de transmettre à tous ceux qui sont sous votre autorité le soutien qui est le mien. Je voudrais aussi saluer les services municipaux et métropolitain, parce qu'une fois que c'est terminé, il faut nettoyer. Et cela nécessite un grand engagement de nos services et nous coûte cher. J'ai commencé à faire chiffrer le coût des différentes manifestations depuis plusieurs semaines, 1 million d'euros. Il faut refaire les boîtiers du tramway, il faut remplacer le mobilier urbain, il faut nettoyer les graffitis, il faut payer les heures supplémentaires du personnel, 1 million d'euros jusqu'à présent, qui seront évidemment payés par les Bordelaises et les Bordelais. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour les commerçants du centre-ville. Chacun sait que décembre et même janvier sont des mois essentiels pour la réalisation de leur chiffre d'affaires. Beaucoup font à cette période de l'année l'essentiel de leurs bénéfices. Et là, ils sont confrontés à une situation extrêmement difficile. Nous essayons de les accompagner. J'ai ouvert le parking des Quinconces le dimanche pour que le centre-ville soit plus facilement accessible aux ceux qui veulent faire leurs courses. J'ai annoncé aussi qu'on exonérerait les cafés des droits de terrasse, et pour cause, parce que les terrasses sont fermées le samedi, et ainsi de suite. Et nous travaillons avec la Chambre de commerce et d'industrie, dont je salue le vice-président, pour essayer là aussi d'aller à la rencontre des commerçants. Il nous faut maintenant retrouver ce que j'appelle parfois l'esprit bordelais, qui est l'esprit de modération et l'esprit de dialogue. Il nous faut ouvrir ce dialogue et jouer franchement le jeu de ce dialogue. C'est dans cet esprit que j'ai ouvert dans les mairies de quartier de Bordeaux, il y en a 8, vous le savez, des cahiers de doléances et d'espérance. Ça a plu, paraît-il, y compris au président de l'Assemblée nationale, qui, paraît-il, les cite souvent. Doléances, ça consiste à se plaindre. Il y a des raisons de se plaindre, on se plaint. Mais on ne se borne pas à se plaindre. L'espérance, c'est se tourner vers l'avenir, faire des propositions optimistes et positives. Et ces cahiers commencent à être remplis, un site internet est aussi à la disposition, et nous allons organiser avec les parlementaires des rencontres thématiques pour essayer de nourrir ce dialogue. Bordeaux a une culture de démocratie participative. Je voudrais rappeler 2 initiatives récentes qui vont en ce sens. Bordeaux Métropole 2050. Vous connaissez cette opération que j'ai lancée il y a plusieurs mois maintenant pour appeler les habitants de la métropole à réfléchir sur la ville dont ils rêvent en 2050. On a commencé par me dire, mais c'est un peu illusoire. Qui peut prédire ce qui va se passer en 2050 ? Et puis je vois que beaucoup de gens se sont pris au jeu, parce que même si on ne va pas bâtir un modèle de ville, on peut envisager des scénarios sur la façon dont on va se déplacer. Il y a des choses, moi, qui me stupéfient. Qui pouvait imaginer il y a 3 ans que nos rues seraient envahies de trottinettes électriques ? Avec un certain nombre de problèmes que ça nous pose. Donc la mobilité va aussi se transformer considérablement dans les années qui viennent. Comment on va se nourrir ? Nous avons un grand plan de politique d'agriculture urbaine. Comment on va se soigner ? On ira de moins en moins à l'hôpital, peut-être même de moins en moins chez le médecin. Encore que je l'espère, rien ne remplacera la présence. Voilà, et cet exercice marche. On peut estimer qu'aujourd'hui, 30 000 Bordelais et métropolitains y ont participé, soit par le biais des questionnaires que nous avons distribués, soit par le camion du futur qui s'est rendu dans les communes, soit encore par le fameux Serious Game, qui a amusé beaucoup. C'est un jeu sur Internet. Alors, il y a
une carte de l'agglomération, et puis on peut cliquer sur tel ou tel point, et alors là, on vous propose un projet, et en général assez loufoque. J'en ai pas retenu beaucoup. Seul que j'ai retenu, c'est la transformation du Palais Gallien en piscine municipale. Voilà. Et après, à partir de là, on peut voter pour savoir quels sont les projets qui vous paraissent les plus séduisants. Ça peut paraître anecdotique, c'est pas inintéressant parce que d'abord, ça attire dans la concertation un public qui ne serait pas venu autrement, peu jeune bien sûr, et beaucoup d'étudiants, 17 000 participants au total, et puis ça permet de dégager quelques grandes orientations. Voilà, et vous avez encore un peu de temps pour participer à ce processus. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase, cette semaine, avec l'organisation de 7 grands débats autour de thématiques principales et avec des grands témoins qui viendront nous apporter leur expérience et leur réflexion. Deuxième exemple de démocratie participative, j'ai lancé à Bordeaux, comme dans certaines communes, pas beaucoup, 80 je crois en France sur 35 000, un budget participatif qui va permettre aux Bordelais de voter sur des projets d'équipement de leur quartier dans le cadre d'une procédure très ouverte qui s'adressera à tous. Nous allons donc aller de l'avant en 2019 et faire en sorte que notre métropole continue son développement. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été accompli l'année passée. Quelques coups de projecteur sur nos priorités en 2019. La mobilité d'abord, qui est un souci majeur. Nous nous battons sur 3 fronts et à 3 étages, si je puis dire. D'abord avec l'État, enfin on ne se bat pas avec l'État, enfin, on essaie quand même de mettre un peu la pression. On attend la loi mobilité avec impatience, monsieur le préfet, pour la rocade, pour le GPSO, le grand projet du Sud-Ouest, pour le contournement de Bordeaux, qu'il faudra bien un jour ou l'autre recommencer à étudier. Nous avons fait un front commun avec la région face à la SNCF pour développer l'offre ferroviaire sur notre métropole, parce que le tramway ne pourra pas aller partout. Il faut absolument réactiver les TER, et nous n'aurons pas trop de 2 Alains pour affronter cette Bastille que constitue la SNCF et la SNCF Réseau. Et puis, il y a les initiatives de la métropole elle-même pour faciliter la mobilité. La ligne D poursuit sa route, si je puis dire, n'est-ce pas, monsieur le maire du Bouscat? Donc, nous inaugurerons la ligne jusqu'à la mairie du Bouscat à la fin de 2019. Je confirme, oui, tu confirmes aussi. On ira jusqu'à Ésine en 2020. Hier soir, j'étais sur la place de Tourdy pour faire le test des premiers éclairages de cette place. On va éclairer la statue de l'intendant, on va éclairer les arceaux des magnifiques bâtiments qui entourent la place. Ça sera, je crois, une très très belle place. Nous allons lancer de nouvelles concertations pour la desserte de Gradignan et de Talence en tramway et en BHNS. Nous allons relancer le projet de bus à haut niveau de service qui ira de Saint-Aubin à Codéran, puis à la gare et à la rive droite. La ligne A vers l'aéroport a fait l'objet d'un avis très favorable de la commission d'enquête et donc nous poursuivons. De même qu'une liaison par bus à haut niveau de service périphérique du Haillan jusqu'à Pessac. Et enfin la rive droite, que nous n'oublions pas, une préfiguration de la liaison Bassins-Campus, de la liaison de Pont à Pont, de la liaison entre Senon et Ravzy. J'ai vu Madame le maire de Parempuire, je n'oublie jamais Parempuire, qui est cher à mon cœur, voilà, et son tramway. Je voudrais dire aussi que nous allons relancer le projet, enfin plus que le projet, les travaux sur le pont Simone-Veil. Les travaux se sont déroulés sur la rive droite et sur la rive gauche. Il reste à faire la liaison entre les deux. Donc nous avons été conduits dans le cadre d'un accord entre les parties à résilier le marché passé avec le groupe Faya et nous allons lancer un nouvel appel d'offres pour la réalisation de cet ouvrage absolument essentiel. La mobilité donc, l'emploi. Ce matin, j'étais invité à Pape Clément par l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux qui nous a donné des chiffres extraordinairement favorables en 2017 et encore très favorables en 2018. Je vais vous donner tout à l'heure lecture de cet article de journal qui montre l'attractivité économique de Bordeaux. Et nous allons donc continuer à renforcer les pôles d'attractivité de nos entreprises, l'OIN Bordeaux Euratlantique, bien sûr, l'aéroparc autour de l'aéroport, 40 000 emplois déjà présents sur ce pôle aéronautique et spatial et 10 000 en perspective. Je voudrais saluer l'annonce que Madame la ministre de la Défense a faite récemment, lundi dernier, ici à Bordeaux, c'est-à-dire une commande de 2 milliards d'euros à Dassault pour mettre en fabrication le nouveau standard du Rafale qui équipera notre armée de l'air. Et plein de projets sur cet OIM aéroparc, notamment dans le spatial aussi. On ne sait pas bien que Ariane Group
je ne sais pas si Jacques Bangon est là, qui a 9000 salariés dans le monde, en a 3500 à Saint-Médard-en-Jalles et au Haillan. Je ne me trompe pas. C'est donc là aussi un atout considérable. Une autre opération d'intérêt métropolitain que nous appelons InnoCampus, pro de l'université, où nous sommes en train d'élaborer un plan d'aménagement d'ensemble, puisque l'université a reçu en dévolution des biens immobiliers considérables et qu'elle va pouvoir donc investir dans ce secteur. Et puis plein d'autres projets. La cité numérique, qui va ouvrir donc avant l'été, un appel à manifestation d'intérêt pour rénover profondément notre marché d'intérêt national et plusieurs autres initiatives en matière économique. Le logement, c'est un point faible. J'évoquais tout à l'heure les articles qui nous apportent de bonnes nouvelles. Je ne peux pas ne pas évoquer ceux qui donnent de moins bonnes nouvelles. Il paraît qu'après Paris, nous sommes la ville où le mètre carré est le plus cher. Bon, Lyon n'est pas très loin. Et donc la seule solution, ce n'est pas d'interdire à ceux qui veulent venir dans Bordeaux de venir, c'est de construire, c'est de développer l'offre. Cette offre, elle est particulièrement importante sur les zones d'aménagement. Il faut savoir que dans la ville de Bordeaux, 60% des nouveaux logements se construisent non pas dans le diffus, mais dans les zones d'aménagement. Ginko et Bassin à Flot sont quasiment terminés. Nous passons maintenant à Brazza, à Bastille-de-Niel, à Garonne-Eiffel, à Saint-Jean-Belsier. Merci, monsieur le préfet, de m'avoir éclairé sur le risque inondation sur la rive droite. Nous allons enfin pouvoir libérer, je pense, plusieurs permis de construire, à condition que vous ne mettiez pas la côte de seuil à 2 mètres, ce qui nous amènerait à faire un quartier sur pilotis. On va trouver, j'en suis sûr, un accord là-dessus. Et puis, il y a les 50 000 logements en dehors de Bordeaux, pour l'essentiel, Bérignac-Soleil, Lormont, Butinière, Bouscat, Libération, donc plein d'opérations qui se déroulent. Nous avons innové dans ce domaine en créant un organisme foncier solidaire, qui est une filiale d'Aquitanie, si je ne me trompe, qui va acheter des terrains, porter le foncier et vendre aux accédants à la propriété au coût de construction sans le foncier, ce qui permettra évidemment de faciliter l'accession sociale à des prix maîtrisés. Voilà, je ne veux pas être trop long, je voudrais rajouter une préoccupation ou un objectif prioritaire pour nous et qui est très transversal par rapport à tout ce que je viens de dire, notre plan climat-énergie territorial. Nous avons l'ambition de faire de Bordeaux en 2050 une ville zéro carbone. On n'y est pas, on n'y est pas. Et donc il faut passer à la vitesse supérieure pour l'isolation thermique des bâtiments. Il faut équiper davantage notre ville en centrales photovoltaïques, comme celle que nous avons faite sur le parc des expositions. Un projet est en cours sur l'ancienne décharge de la Barde. La mobilité électrique aussi, je souhaite que désormais nos futurs BHNS soient des bus électriques. J'ai parlé de l'agriculture urbaine et des déplacements doux, bien sûr. Le vélo, j'étais avant-hier ou hier dans le quartier du Grand Parc. C'est peut-être une exception. 70% des déplacements dans ce quartier se font en transport en commun, par la marche à pied ou par le vélo, moins de 30% en voiture. C'est peut-être un modèle à suivre. Il faudra qu'on régule l'arrivée des nouveaux véhicules, parce que nous avons des sociétés aujourd'hui qui arrivent dans Bordeaux et qui mettent dans les rues des trottinettes, des scooters, des vélos, qu'on lâche ensuite dans le paysage sans aucun contrôle. Donc j'espère que la loi mobilité va nous permettre de cadrer ce phénomène. Nous avons commencé à le faire ici. Je ne voudrais pas oublier des préoccupations quotidiennes, bien sûr, la propreté, la sécurité, le stationnement. Je tiendrai dans quelques jours une nouvelle réunion avec le collectif qui s'est intéressé aux questions de stationnement pour essayer de trouver une solution. La demande est simple, comme souvent dans la vie publique. Trouver, pour chaque citoyen bordelais, une place de stationnement pour sa première, pour sa deuxième et pour sa troisième voiture gratuitement devant sa porte. J'ai un peu de mal, mais enfin on va trouver des solutions et on y travaille. Juste un petit témoignage qui vous fera sourire. Je recevais récemment 2 élus de Moselle, un sénateur que j'aime bien, maire de Voipy, et un adjoint au maire de Metz. Il me dit, on a tourné beaucoup dans votre ville toute la journée, il y a 2 choses qui nous ont frappés. D'abord en centre-ville, le silence. Ce n'était pas un samedi, c'était en semaine. Et deuxièmement, la propreté. Alors là, je leur ai dit, il faut que vous me signiez une déclaration que je vais afficher naturellement dans mon bureau. Je voudrais terminer cette petite revue de ce que nous allons faire pour notre ville et notre métropole cette année, j'allais dire l'an prochain, non, en 2019, par un domaine auquel j'attache une importance toute particulière et
pour lequel les résultats sont tout à fait à la hauteur de nos espérances, je crois qu'on peut le dire, c'est la culture, qui est un axe fort et un élément essentiel de cohésion sur notre territoire. La culture, ce sont d'abord des équipements. Nous allons ouvrir bientôt le Muséum d'histoire naturelle, une magnifique rénovation. J'espère qu'il n'y aura pas d'orage de grêle d'ici le mois de mars, puisque c'est ça qui nous a retardés. Ensuite, les salles 19e et 20e siècle du musée d'Aquitaine, qui poursuit sa transformation. Les bibliothèques. La lecture, pour moi, est un élément essentiel de toute politique culturelle. Nous venons, après quelques tractations difficiles avec les syndicats, d'arriver à ouvrir la bibliothèque centrale de Mériadec le dimanche. Le personnel est appelé à venir travailler le dimanche, 2 dimanches par an, pour une prime de 180 € et 2 jours de congés supplémentaires. Il a fallu quelque temps pour arriver à conclure cet accord qui me paraît équilibré. Donc la bibliothèque s'est ouverte et ça a été un succès formidable dès le premier dimanche, pas simplement avec des étudiants en panne de bibliothèque universitaire, mais avec des familles, des enfants. Ils disaient on s'emmerde le dimanche, donc on vient à la bibliothèque, il y a des livres, il y a des jeux, etc. On va continuer. La bibliothèque de Codéran va venir compléter cette année notre réseau de bibliothèques de quartier. Et puis je voudrais évoquer l'installation sur la rive droite, à peu bien des tribulations, d'un collectif d'entreprises de l'économie créative et culturelle, Paula, qui va, je crois, là aussi rayonner à partir des quais de la rive droite. Nous allons continuer cet équipement en grand bâtiment à vocation culturelle avec le musée des arts décoratifs et du design. Nous avons un très beau projet dans les années qui viennent pour transformer l'ancienne prison de Bordeaux en un véritable musée du design. Et puis un grand rendez-vous en matière culturelle cet été, au mois de juin, juillet, août, notre nouvelle saison culturelle avec un thème fédérateur que nous avons choisi tous ensemble, liberté. Et c'est autour de ce concept, de cette idée, de cet idéal de liberté que sera construite cette saison culturelle. Ceci me permet une transition peut-être pas très habile avec les derniers vœux que je voudrais formuler, qui sont des vœux pour la France et pour l'Europe, après en avoir formulé pour vous et pour nos villes. Le monde dans lequel nous vivons est le monde de tous les dangers. Je crois qu'il n'est pas excessif de le dire. On voit partout monter les nationalismes et les populismes qui menacent sérieusement la construction européenne que nous avons mis 70 ans à édifier. Le protectionnisme, dont le gouverneur de la Banque de France, qui était cet après-midi à Bordeaux et qui faisait une conférence à la station Ozone, nous a rappelé les menaces qu'il fait peser sur la croissance mondiale. Et puis le fanatisme et sa forme extrême qui est celle du terrorisme. À cela s'ajoutent sur le long terme des défis considérables que nous allons avoir à relever. Le défi climatique et le défi de la biodiversité. Je lisais un article récemment sur la fonte des glaciers sur le continent antarctique. Et si cette fonte se poursuit, dans un délai que j'ai oublié volontairement, la montée des eaux pourrait être de 57 mètres. Ce qui veut dire que tous les projets bordelais que je viens d'évoquer n'auront plus lieu d'être puisqu'on sera sous l'eau. Mais ce n'est pas une plaisanterie. La biodiversité recule aussi. Autre défi, le défi démographique, dont on parle peu. Une planète avec 11 milliards d'habitants, ça ne ressemblera plus au monde qu'on a connu jusqu'au début du XXe siècle, qui en avait jusqu'au XIXe, en tout cas, à peine 1 milliard. Et l'Afrique, dans tout ça, 4 milliards d'habitants. La transformation numérique, enfin, qui bouleverse complètement nos vies, pour le mieux, la santé, et dans beaucoup d'autres domaines, et pour le pire, à savoir la menace sur nos vies privées ou le bouleversement complet des marchés de l'emploi. Voilà, face à ce monde extrêmement dangereux, nous avons besoin de repères. Et le premier repère, j'y reviens, j'en ai parlé à propos de notre saison culturelle bordelaise, c'est l'amour de la liberté. Je voudrais donc former le vœu qu'en 2019, cette liberté pour laquelle nous nous sommes battus si chèrement au fil des siècles soit confortée alors qu'elle est aujourd'hui menacée. Les libertés politiques d'abord. Je constate dans les discours et même dans la réalité géopolitique que les dictateurs redeviennent à la mode. En Afrique, en Amérique latine, on ne parle pas de la Chine, et que la démocratie représentative apparaît comme un régime dépassé. Eh bien, je voudrais ici exprimer ma conviction que la démocratie représentative reste le socle de nos libertés. Quand j'entends un intervenant sur les chaînes en continu dire que la séparation des pouvoirs façon Montesquieu doit laisser la place à la souveraineté populaire façon Rousseau sans checks and balances, ça me fait froid dans le dos.
parce que c'est le passage de la liberté au totalitarisme. Donc il faut se battre là-dessus. Il faut bien sûr régénérer la démocratie représentative par la démocratie participative, j'en ai parlé, je n'ai aucune réticence en ce sens, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du vin. La liberté individuelle, elle est aussi menacée par ce que j'évoquais d'un mot, par les transformations numériques et par le mensonge que véhicule ce fléau que sont les réseaux sociaux. On trouve beaucoup de choses positives et intéressantes, mais aussi l'expression de la méchanceté, de la haine, qui, hélas, sont aussi dans la nature humaine. Quand je fais un tweet, je m'interdis de regarder les réactions que je provoque, parce que parfois j'ai envie d'y répondre vigoureusement. Et ma femme m'a dit « fais attention parce que ça part en ligne après, donc ça fera le tour de la planète ». Donc je ne réponds pas. Et donc le mensonge, là aussi, et la seule riposte, c'est la formation du jugement, le libre arbitre de nos jeunes, une éducation qui joue pleinement son rôle. Vœu de liberté donc, vœu de justice aussi. Parce qu'il n'y a pas de fraternité sans justice sociale et sans égalité. Nous devons reprendre ce combat pour l'égalité des chances, à commencer par l'école, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la lutte contre toutes les formes de discrimination, pour la lutte aussi contre la pauvreté, et pour la défense de ce qui est quand même un bien commun en Europe aussi, on aura l'occasion d'en parler dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire notre modèle social, qui repose en particulier sur la qualité de nos services publics. Et puis enfin, un vœu de paix. On me dit parfois, quand vous allez voir des étudiants ou des jeunes Français, que vous leur dites « l'Europe, c'est la paix », vous êtes une vieille baderne, parce que c'est acquis, on le sait que l'Europe, c'est la paix. Eh bien, la paix n'est pas un acquis pour toujours. Et j'entends de plus en plus dans les discours des uns et des autres, à l'Est comme à l'Ouest, revenir le mot de guerre. On voit les grandes puissances se réarmer en faisant des efforts sur leur budget de défense absolument colossaux. Et parallèlement, le multilatéralisme, c'est-à-dire la recherche de solutions pacifiques aux conflits qui sont inévitables à travers la planète, lui est en crise profonde, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit l'Organisation mondiale du commerce ou la justice pénale internationale qui est très contestée. Eh bien, la France, là, et l'Europe ont une responsabilité particulière pour être, comme je l'ai dit une fois, non pas des fauteurs de guerre, mais des fauteurs de paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, il faut nous doter d'un outil de défense suffisamment efficace, bien sûr, pour faire face aux menaces, mais il faut aussi porter dans le monde cette cause du multilatéralisme et du règlement pacifique des conflits, qui est un peu notre marque de fabrique. Voilà, je ne suis pas sûr, évidemment, que nous ayons ici, entre nous, à Bordeaux, la réponse à toutes ces questions. Soyons modestes, nous sommes une petite ville, une petite métropole. Enfin bon, là, j'ai un accès tout d'un coup de modestie tout à fait excessif. Mais je pense que nous pouvons contribuer malgré tout à tout cela, à condition que nous sachions renouer avec ce qui est un peu notre empreinte historique, c'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire le respect de la personne humaine, c'est-à-dire la tolérance, le dialogue, l'esprit de modération. C'est le vœu que je forme du fond de cœur pour Bordeaux et sa métropole. Merci à tous.